Ce n'est pas par hasard que beaucoup d'anthropologues ont eu des relations avec le milieu des arts. On sait évidemment la part que Lévi-Strauss y a attachée à la musique, mais aussi aux arts visuels. Il a publié même un livre, La Voix des masques, dans lequel il disquette son aspect assez artistique des masques amérindiens. Mais c'était le cas aussi de beaucoup d'autres. Certains qui pratiquent de la musique, d'autres qui étaient des amateurs de peinture. J'ai cité Jean Suter, spécialiste vraiment reconnu de certains arts de la peinture. Beaucoup de ceux qui ont travaillé en Afrique sont aussi des connaisseurs de l'art africain, beaucoup mieux bien souvent que les marchands de tableaux, les marchands d'art. Et il y a et sans parler des ethnomusicologues qui par définition sont au carrefour d'un art qu'ils ne peuvent pas ignorer. On n'étudie pas la musique uniquement comme le bruit des autres, mais on ne sait que si cette musique est aussi une musique que l'on perçoit comme musique. Si bien que la présence de l'art, création humaine au même titre que l'agriculture ou beaucoup d'autres choses, est importante. Mais c'est aussi plus que cela. L'art, c'est aussi l'expression de sensibilité et aussi le langage de quelqu'un. Moi, chaque fois que je suis en face d'un tableau, je suis en train de voir le paysage comme celui qui a fait le tableau l'a vu. C'est-à-dire que je me transfère à l'intérieur de quelqu'un d'autre pour voir le monde comme lui. N'est-ce pas l'idéal de l'anthropologue? L'idéal de l'anthropologue qui serait de voir la société où il est avec les yeux de ceux qui sont dedans. Et là, je suis en face. J'ai un tableau ici d'un peintre assez connu qui s'appelait Le Bourg et qui était un post-impressionniste. Et je vois le monde de son époque. À cette époque, il choisissait ce paysage, il voyait ce paysage, il en distinguait certaines choses. Par contre, ces peintures indiennes qui sont là au fond sont des peintures qui montrent des triomphes de Krishna au milieu des gopis, des bergères. Et là aussi, je le vois comme un Indien aurait pu le voir. Pas le paysage, mais je vois le monde surnaturel tel qu'il peut le voir. Il en va ainsi de mille choses. Donc l'art, à ce moment-là, est un éducateur à l'approche par le sensible d'une certaine forme de connaissance. Or, en tant qu'anthropologue, on essaye, si j'ose dire, de sortir toutes les batteries possibles de nos outils de connaissance, notre analyse intellectuelle, notre contrôle scientifique, pour ne pas nous laisser duper par nos observations, notre contrôle de nous-mêmes quant à l'idéologie, malheureusement bien aboli dans bien des cas, mais qui devrait être le filtre, le passage au feu nécessaire des affirmations, et puis l'accès par l'analyse, l'accès par l'observation, l'accès par la sensibilité, aussi bien dans l'observation que dans la communication. Et à ce moment-là, le monde de l'art est un monde en soi, comme lieu d'observation et comme lieu de formation. C'est bien que personnellement, sans le chercher a priori, j'ai été amené à le rencontrer. Dans cette dialectique permanente du comprendre et du sentir, chacun essayant de filtrer l'autre pour arriver à une connaissance le moins biaisée possible, l'art joue un rôle. Alors, ça c'est un point. Cela m'a amené à rencontrer beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres, notamment à la Martinique. J'ai été l'ami de gens comme, parmi les peintres connus de la Martinique, comme René Corail, comme Bertrand, Alexandre Bertrand. Et nous avons fait, sous la direction de Géry Létang, un ouvrage collectif sur la peinture à la Martinique, dans lequel j'ai fait des chapitres sur ces auteurs-là. Nous avons fait aussi un livre complet sur René Corail,
un livre que je n'ai pas ici, mais enfin, d'accord. Et alors, ça c'était un point. On ne peut pas comprendre des artistes aussi sans les connaître, dialoguer avec eux, et aller dans leur atelier, les voir travailler, discuter avec eux. Mais il y a aussi autre chose. C'est que si la médecine et la religion convergent, il ne faut pas oublier que l'immense majorité des religions ont suscité des créations artistiques. Quoi de plus travaillé que les églises, les mosquées, les temples hindous, les objets des cultes, les objets d'offrande. J'ai ici une série de choses indiennes qui sont toutes... Là, vous avez un petit Krishna qui est en même temps un objet de culte et un objet d'art. Et la religion suscite une création d'art. Mais en même temps, le type d'art qu'elle suscite indique le type de religion auquel on s'adresse, le niveau de la religion auquel on s'adresse. Peindre ou sculpter une divinité, c'est pas n'importe quelle divinité. Est-ce qu'on va peindre Saint François d'Assise ou Saint-Expédie? Est-ce qu'on va faire, comme le montraient les religieuses à mon école primaire, des dessins, des tableaux représentant l'enfer avec les diables et leurs fourches, en nous disant si vous ne travaillez pas bien l'école, vous irez là? Ou est-ce que l'on va faire des ascensions, des tableaux à la Murillo, des plafonds d'église de Venise, avec tout ce qu'ils ont de surnaturel, d'exaltant, et finalement d'assez gratuit. Alors, tout ça, c'est un point. L'anthropologue et l'art ne peuvent pas se séparer. L'anthropologue ne peut pas être aveugle aux arts, à leur message et à son éducation dans la perception et dans l'action avec les gens, avec le milieu, avec ce qu'il connaît. Mais il peut aussi le regarder de beaucoup plus de l'extérieur. Dans un petit ouvrage qui s'appelle Les arts de l'Inde à la Martinique et à la Guadeloupe, avec quelques collègues, on a passé en revue plusieurs arts. La sculpture religieuse, la musique, la danse, telles qu'elles existent actuellement à la Martinique et à la Guadeloupe dans leur réalisation de ce qui vient de l'Inde. On peut le faire pour une simple ethnographie, caractériser et décrire. C'est ce que nos amis informateurs d'origine indienne des Antilles, surtout de la Guadeloupe, ils sont plus nombreux et plus actifs, et aussi de la Martinique, ont compris, et c'est pour ça qu'ils nous ont ouvert largement les portes. On a pu enregistrer les chants, filmer les actes, les danses, observer les défilés de mode, les arts culinaires, etc., sans difficulté. Et il y a là quelque chose d'assez riche en ce sens que ces arts transférés sont en même temps parents des arts d'origine et sont en même temps appropriés par les lieux de... Quand on demande à un Québécois les chansons québécoises, ils vont vous chanter Alouette. Et les Français vont dire, mais non, c'est français. Non, c'est québécois aussi, c'est approprié. Mais en même temps, ils vont faire des chansons de Gilles Vigneault, qui, elles, ne sont pas appropriées par les Français. Eh bien, il en va de même dans d'autres arts et avec l'Inde. Vous avez des transferts et des créations locales. Mais ces créations locales, comme Gilles Vigneault, ne pourraient pas être faites par des Anglais, ni par des Chinois, ni par des Espagnols. Elles sont quand même faites par des francophones de souche française. Ça aurait pu être inventé en France à un autre temps, à une autre époque. Eh bien, de la même façon, nous avons essayé d'étudier ce qui, aux Antilles, a une filiation indienne, soit par transfert direct, soit par genèse à partir de fibres anciennes. Et c'est là qu'apparaît quelque chose d'extrêmement intéressant. Ainsi que je l'avais vu pour d'autres niveaux de la religion, il existe une sorte de stratification hiérarchique qui s'est créée dans ces sociétés, dans l'hindouisme de ces îles, entre les générations.
Les générations initiales étaient des travailleurs pauvres, souvent illettrés, à part quelques-uns qui étaient plus formés, qui venaient comme brahmanes, puis leurs enfants, et surtout depuis la départementalisation, mais elle date quand même de 1946, et la scolarisation s'est généralisée largement depuis les années 50. Leurs enfants, leurs petits-enfants ont suivi des études, souvent des études supérieures, se sont fixés dans divers pays, en France, au Québec, ont acquis des positions tout à fait remarquables, tout en ne reniant pas nécessairement leurs fibres indiennes. Mais ils n'ont pas vraiment renié, mais ils se sont éloignés du monde des représentations et des valeurs artistiques de l'Inde de leurs grands-parents. Le tambour de culte tamoul que l'on joue dans les sacrifices d'animaux est remplacé par eux par de la musique carnatique, avec des sitars. Mais c'est indien aussi. Et ce n'est pas les mêmes Indiens, ce n'est pas un héritage, ce n'est pas une création locale, c'est un transfert plein. Cependant, en même temps, sur place, les anciens batteurs de musique, qui continuent aussi cette tradition d'un rythme de tambour très particulier, qui donne des messages aux dieux, qui est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais fait venir une ethnomusicologue, parce que le langage de ces tambours, je n'arrivais pas à l'interpréter. On me disait, pour chaque dieu, il y a un couplet différent, c'est-à-dire un rythme différent. Mais je ne savais pas noter des rythmes de tambour, je ne savais même pas les sentir. Monique Desroches l'a fait admirablement, elle a enregistré, etc. Elle a fait des découvertes remarquables. C'est que les dieux végétariens recevaient des rythmes qui étaient analogues à ceux que l'on faisait aussi quand on faisait cuire des plats végétariens. Et donc on créait un espace qu'on a appelé dans un article ensemble la structure sonore d'un espace sacré, qui était l'espace du végétarien par le son, avec un autre espace qui était l'espace du carnivore. Ça s'est continué. Ça s'est même amplifié parce que certains ont utilisé désormais ces tambours comme instrument, non pas de religion, mais comme instrument de musique profane, d'origine indienne, mais d'indienne créole reprise sur place, avec des chants différents aussi. Et en même temps, mais cela est resté soit au niveau populaire, soit chez quelques personnes de niveau social plus aisés, mais qui veulent réinterpréter la fibre centrale de leur culture. Tandis que d'autres ont en quelque sorte suivi ce chemin qu'on a décrit en Inde sous le nom de sanskritisation, c'est-à-dire que dans les zones où il y avait des gens, surtout de castes inférieures, qui pratiquaient des cultes traditionnels, appuyés sur le Mahabharata, etc., on a vu peu à peu l'influence brahmanique s'attendre, le passage des langues locales au sanskrit, et cette sanskritisation aboutissant à une religion pan-indienne, à des dieux pan-indiens, au détriment des divinités locales. Et ça se passe aussi aux Antilles et à La Réunion, les divinités locales qui cèdent peu à peu le pas aux divinités pan-indiennes, Kateri qui cède le pas à Parvati, et ainsi de suite. Et alors cela, on a essayé de le suivre par les arts, car les chants, la musique, la sculpture évoluent à mesure que l'on suit les dieux en les représentant de manière différente parce qu'ils ne sont plus les mêmes. Et à ce moment-là, on se rend compte que la dynamique interne des arts est un reflet de la dynamique interne de la société, lui-même reflet de la position des Indiens dans la société globale, où ils ont pris souvent une position très ascendante, qui dépasse souvent celle d'autres membres de la même société. Et c'est en cela que la présence des arts de l'Inde, à la fois comme témoignage d'origine, mais aussi comme témoignage d'une dynamique propre, comme lieu d'un changement qui s'explique à la fois par le social et par l'héritage, apparaît comme extrêmement intéressant. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre. Et je crois qu'il y a là une voie pour l'interprétation de la dynamique des arts dans une société, quelle qu'elle soit, qui est assez importante. Et
le passage de, les passages du jazz, du blues à des musiques plus universelles. Il y aurait quelque chose à faire, mais de beaucoup plus délicat, parce que c'est pas que dans la religieuse. Tandis que là, quand il y a la religion derrière, elle maintient une espèce de garde-fou qui canalise de façon plus étroite les marges de liberté possibles.